Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast d'Anticor. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque nous recevons la présidente et le vice-président de l'association Anticor, à l'occasion de la publication de leur manifeste « Résister à la corruption ». Elise Van Beneden, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris et présidente de l'association Anticor. Éric Alt, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Anticor et vous êtes magistrat. Merci de nous recevoir dans les locaux d'Anticor. Vous avez publié en mars 2022 dans la collection Tracts de Gallimard « Résister à la corruption ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire ce qui vous a mené à cet engagement ? Oui, bien sûr. Donc, Elise Van Beneden, je suis avocate, vous l'avez dit, je suis avocate en droit du travail. Et donc, par ailleurs, j'ai cet engagement à Anticor, petite association de lutte anticorruption, depuis 2008. Et je suis arrivée à Anticor parce que j'ai fait une partie de mes études en Italie, à une époque où Berlusconi occupait la scène politique et la scène médiatique en même temps et qu'il y avait beaucoup d'affaires en fait de corruption. Et donc quand je suis rentrée étudier à la Sorbonne, je me suis posé la question de l'état de la corruption en France. Et c'était le moment où les associations commençaient à agir en justice en qualité de victimes dans les procès de corruption. Et évidemment, étant étudiante en droit, j'ai trouvé que c'était un outil extraordinaire de se servir du droit pour accompagner une lutte, un combat associatif. Éric Alt ? J'ai commencé à me préoccuper des affaires de corruption dans les années 90. J'ai écrit un petit que sais-je sur la lutte contre la corruption, qui était en fait aussi une description en creux de ce qui nous manquait. Puis, 10 ans plus tard, j'ai écrit L'esprit de corruption, et à l'occasion du travail sur cet ouvrage, je suis allé voir les associations sur le terrain, voir comment elles procédaient, comment elles agissaient, et le contact s'est noué avec Anticor. Et puis, effectivement, aujourd'hui, j'ai coécrit avec Elise Van Beneden ce tract dans la collection Gallimard. Alors quand on parle de corruption, de quoi parle-t-on ? Fondamentalement, quand on parle de corruption, on parle d'abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'on vise toutes les situations où on a confié à quelqu'un, à un élu, à un fonctionnaire, une mission de service public, et que cette mission est détournée à des fins personnelles étant pour soi, pour ses proches, pour un tiers en espérant un renvoi d'ascenseur plus tard. Donc c'est un détournement de ce que les citoyens confient à leurs responsables politiques et administratifs. C'est un détournement, et pour mobiliser, pour lutter contre ce détournement, on a nos fondamentaux, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame que l'ignorance, le mépris, l'oubli des droits de l'homme sont les seules conséquences des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Et il faut savoir que dans cette déclaration, il y a un certain nombre de droits qui servent d'antidote à la lutte contre la corruption. L'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt, le droit de demander compte à un agent public de son administration, la séparation des pouvoirs sont autant d'antidotes. Et aujourd'hui, je crois que l'enjeu pour les citoyens dans leur ensemble, et pour Anticor en particulier, c'est d'imaginer les conditions qui nous permettent de rendre effectifs ces pouvoirs et ces principes. Cela pose la question de la lutte anticorruption. Est-ce qu'un citoyen, face à une situation de corruption, peut agir, saisir la justice ? Ou alors est-ce qu'il faut passer par des associations anticorruption comme Anticor et d'autres ? Alors en France, c'est vrai qu'on a des caractéristiques qui font que les citoyens sont relativement démunis face aux cas de corruption. Parce que en France, quand on est victime d'une infraction pénale, puisque la corruption est une infraction pénale, on peut normalement aller voir le procureur de la République pour porter plainte. Sauf que si le procureur de la République ne fait rien, s'il n'ouvre pas d'enquête préliminaire, s'il ouvre une enquête mais qu'il décide de classer sans suite, le citoyen à ce moment-là ne peut absolument rien faire. Parce que pour contourner la décision d'un procureur qui déciderait de classer sans suite une affaire, il faudrait se constituer partie civile.
Et les citoyens en France, bien qu'étant absolument et évidemment victimes de la corruption au quotidien, ne sont pas victimes au sens procédural, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se constituer partie civile. C'est pour ça que les associations comme Anticor existent et qu'elles ont un agrément. Il y en a 3 qui possèdent l'agrément anticorruption en France, et cet agrément leur permet de contourner la décision d'un procureur de la République de classer un dossier politico-financier sensible pour aller chercher un juge d'instruction. Et pourquoi est-ce que ça, c'est fondamental ? Parce que le procureur de la République et le juge d'instruction n'ont pas le même statut. Le procureur de la République en France est soumis à un lien hiérarchique avec le ministère de la Justice, qui, grosso modo, décide de l'avancement de sa carrière, alors que le juge d'instruction en France est constitutionnellement indépendant, il est protégé par la Constitution, donc il peut peut-être subir des pressions, mais en tout cas il ne peut pas être mis au placard, être envoyé au fin fond de la France, loin de sa famille, donc il bénéficie d'une certaine protection. Donc le travail d'Anticor qui consiste à aller chercher un dossier sur le bureau d'un procureur qui manifestement ne veut pas aller dans le dossier, peut-être parce que ça risque de porter atteinte à sa carrière, et de l'amener à un juge d'instruction qui, lui, est indépendant et pourra juger ses affaires dans l'idée qu'il ne doit pas y avoir d'impunité d'une certaine classe politique dans une démocratie, puisque, comme le disait Eric, on a un principe fondamental qui est l'égalité devant la loi. Alors, l'agrément nous permet effectivement de surmonter les hésitations ou la prudence du procureur. Cet agrément a ce site paradoxal qu'il est donné par le gouvernement, alors que les affaires dans lesquelles on s'investit sont plutôt des affaires qui concernent le pouvoir ou les proches du pouvoir. Et donc ça peut créer parfois quelques turbulences, mais il y a eu des turbulences, notamment au moment du renouvellement en 2021. Je pense que nous en sommes sortis renforcés. Est-ce que vous avez été soutenu à cette période ? Oui, je pense qu'on a été très soutenus, et d'ailleurs ça nous a permis de voir que nous étions peut-être plus qu'une association ou une idée, qu'on répondait à une demande de très nombreux citoyens. Parce qu'on a été soutenus de façon spontanée par beaucoup, et je pense d'ailleurs que ces soutiens ont été déterminants dans le renouvellement de l'agrément l'année dernière. Revenons sur Anticor, si vous le voulez bien. Pouvez-vous présenter l'association ? Depuis combien de temps existe-t-elle ? De qui est-elle composée ? Elise Van Beneden ? Alors c'est une association qui a été créée en 2002 par un petit groupe de personnes, environ 25 personnes, dont une majorité d'élus. En fait, Anticor est initialement une association d'élus contre la corruption, de personnes qui ont compris à ce moment-là que les affaires de corruption portaient un discrédit très néfaste sur la classe politique, sur le fonctionnement de la démocratie en général, et que c'était ce discrédit qui était un des facteurs qui favorisait l'abstention, puisqu'il y a eu énormément d'abstention à l'élection de 2002. Et donc cette association-là a évolué. Il y a eu une autre association qui était une association des Amis d'Anticor, qui était faite composée de citoyens. Et il y a un moment où ces deux associations ont fusionné pour donner une seule association, donc d'élus, de citoyens en général, qui est devenue Anticor, et qui, à partir de 2009, a commencé à s'investir dans des procès. Et tout cet investissement qui a été fait par Anticor, par d'autres associations comme Transparency et Sherpa, a été finalement reconnu d'abord par la justice, puisque ces associations-là ont pu agir dans les procès, se constituer partie civile, être reconnues victimes de la corruption, grâce à une jurisprudence de la Cour de cassation, qui est la jurisprudence des biens mal acquis. Et donc là, ça a été le début d'un combat extraordinaire, puisque pour la première fois, on reconnaissait à un groupe de citoyens le droit de demander justice, en fait, à des élus soupçonnés de corruption, et le droit de demander aux élus de rendre compte. Donc c'était très fort symboliquement. Et il y a des politiques qui ont compris que ce mouvement-là était important et qu'il était nécessaire compte tenu des caractéristiques du système français dont on a parlé. Un procureur qui n'est pas indépendant, un citoyen qui n'est pas reconnu individuellement comme victime de la corruption. Et donc ils ont créé un agrément qui permet donc du coup à Anticor d'agir dans ces procès-là.
et qui évite que son intérêt à agir soit remis en cause, puisqu'on a eu au départ des procédures interminables où finalement il a fallu batailler pendant des années pour que Anticor soit reconnu partie civile. Donc on n'a plus cette problématique-là, ce qui fait que les dossiers sont un petit peu plus rapides que des anciens dossiers dans lesquels on a perdu beaucoup de temps là-dessus. C'était nécessaire parce que l'activité d'Anticor dépendait de cela, mais on a perdu beaucoup de temps, bien évidemment, sur des procédures qui déjà en soi sont très longues, donc parfaitement insatisfaisantes, puisque la justice est censée intervenir pas trop tard, et notamment quand elle prévoit certaines sanctions comme l'inéligibilité. Bien évidemment, c'est pas très intéressant qu'un élu soit déclaré inéligible 15 ans après les faits qui lui sont reprochés. Ce qu'il faut, c'est l'écarter de la vie publique le plus rapidement possible. Donc voilà, cet agrément a permis que les procédures soient un peu moins longues, qu'il y ait moins d'hésitation sur la qualité d'Anticor, le rôle d'Anticor dans ces procédures-là. Éric Alt ? Pour présenter Anticor, je pense que, effectivement, comme on agit en justice, nous sommes perçus comme une association de juristes. Mais en réalité, nous ne sommes pas seulement des juristes. Il y a beaucoup de citoyens qui ont des compétences en matière de communication, en matière de santé publique, des universitaires, il y a des enseignants du secondaire, parce que nous avons aussi le souci de sensibiliser des jeunes aux questions de corruption. Et donc il y a des compétences très diverses qui se sont réunies à Anticor. Il y a 6000 personnes, donc il n'y a pas 6000 juristes, mais le fait qu'il y ait 6000 personnes qui soient réparties quasiment sur l'ensemble du territoire, en groupes locaux, fait que, évidemment, nous avons les affaires nationales, mais nous avons aussi beaucoup d'informations sur ce qui se passe au niveau local, parce que finalement, les abus de pouvoir qu'on constate en grand sur le plan national, eh bien, se reproduisent souvent en petit dans les départements. Anticor actuellement a 150 affaires au niveau national, mais en fait Anticor c'est aussi une association qui est partout en France, puisqu'on a actuellement 82 groupes locaux, donc qui sont dans les départements, qui réunissent les adhérents du département, qui travaillent sur des dossiers locaux et qui font vraiment la force d'Anticor déjà, parce que ce sont tous des bénévoles. Et Anticor est une association qui est portée par les bénévoles, ce qui nous permet aussi d'être beaucoup plus indépendants en termes de financement. Et aussi, ça nous permet d'aller dans les petits dossiers partout, ce que ne font pas les autres associations anticorruption. Il nous arrive de faire des dossiers... je crois que le plus petit qu'on ait eu, c'était un village de 62 personnes. Et il faut aller là-bas parce que non seulement ça peut être le début d'une ascension d'un politique qui ne devrait pas monter sur la scène politique française, et puis aussi il y a des souffrances qui sont très différentes dans les villes, dans les villages, parce que c'est du quotidien pour les gens et que ça peut être finalement très violent. On a un dossier assez récent qui n'est pas un village, c'est une ville, mais où on a rencontré une dizaine d'habitants de cette ville, et il y a une vraie souffrance très forte par rapport au comportement du maire qui les a privés de certains droits, mais qui aussi, en représailles au fait qu'ils aient alerté sur ce sujet, les harcèlent en fait. Voilà, donc il y a des situations comme ça où bien évidemment on sait que les citoyens sont victimes de la corruption de manière globale, parce que ça coûte beaucoup d'argent, la corruption. Ça a été chiffré à 120 milliards d'euros par an uniquement en France. Donc bien évidemment on compense tout cela en payant plus d'impôts, parce que on accède à beaucoup moins de services publics, parce qu'on n'a pas toujours les emplois publics qu'on devrait avoir, parce que des personnes sont privilégiées. Mais il y a aussi cette corruption-là, beaucoup plus de proximité, qui finalement impacte le quotidien des personnes de manière très négative. Peut-on revenir sur le coût de la corruption en France, Éric Alt ? Alors, si on revient sur ce chiffre de 120 milliards, c'est un chiffre qui est donné par le Parlement européen, par une enquête qui a été demandée par le Parlement européen. C'est la fourchette haute, mais si on prend ce chiffre de 120 milliards, on se dit c'est 12 fois le budget du ministère de la Justice, c'est environ 2 fois le budget de l'Éducation nationale, et c'est beaucoup plus que l'impôt sur le revenu.
Donc ce sont des sommes considérables, et même si on ne peut pas dire qu'en appliquant un certain nombre de mesures ambitieuses, on peut réduire ça à zéro, je pense que si on n'avait qu'une partie que l'on récupérait, ce serait déjà considérable pour la collectivité de récupérer cette richesse qui nous est d'une certaine façon volée. Alors on comprend que le coût est financier, y a-t-il aussi un coût moral à la corruption ? Oui, la corruption crée des inégalités, très clairement, parce qu'on manque de ressources pour des services publics. On parlait du budget de certains ministères. C'est vrai que serait impossible de réintégrer 120 milliards d'euros au budget de la France. Ce serait absolument impossible. Et ce sont des phénomènes occultes, donc on n'arrivera jamais à vaincre la corruption, mais on peut la combattre, on peut diminuer son ampleur, et en faisant ça, réintégrer de l'argent dans les caisses de l'État, qui doivent aller à nos écoles, à nos hôpitaux, à l'ensemble de nos services publics, et donc fournir plus de services publics aux citoyens. Et en fait, les services publics, ça favorise aussi un bon état de santé, moins de stress, je pense une vie plus heureuse globalement. Il y a ça, il y a le fait que, en fait, tous les moments où, quand on prend une décision dans le cadre d'une mission de service public pour des raisons personnelles, pour favoriser un ami, on prend par exemple le cas d'un maire qui embauche un membre de sa famille pour travailler à la mairie, en fait on n'embauche jamais vraiment la bonne personne, a priori. On embauche quelqu'un qui n'est peut-être pas la meilleure personne, sauf qu'en fait on devrait être dans une méritocratie à ce niveau-là et prendre la meilleure personne pour effectuer la mission qui lui est donnée. Et puis parfois on paye aussi une personne qui est là parce que c'est la cousine d'eux mais qui ne travaille quasiment pas. Donc là on paye sur fonds publics une personne qui ne donne quasiment aucune contrepartie en termes de travail. Donc on détourne l'argent public de sa finalité. Et puis on laisse sur le bas-côté des personnes qui auraient mérité d'obtenir un emploi public et auraient dû l'obtenir. Donc il y a une multiplicité en fait de préjudices autour de ces faits de corruption. Je pense que le projet d'Anticor, c'est d'endiguer la corruption. On ne peut pas totalement l'éradiquer, mais on peut l'endiguer, parce que si on ne le fait pas, et on voit ce qu'il en est dans certains pays, y compris dans d'autres pays européens, si on ne le fait pas, c'est comme la maladie. À un certain point, si on n'intervient pas suffisamment tôt, ça devient inguérissable. D'une certaine façon, la corruption, on ne la voit pas au quotidien, mais c'est un peu comme le réchauffement climatique. Ça nous concerne tous, et on s'en souvient quand il y a des événements météorologiques extrêmes. Et je me demande d'ailleurs si la corruption, qui nous concerne tous, on s'en souvient que lorsqu'il y a des scandales, alors que c'est une richesse qui nous échappe à tous les citoyens quotidiennement. Donc ça, c'est un point. Et puis je voudrais aussi dire que le parquet national financier, depuis sa création, a permis de récupérer environ 10 milliards d'euros. Ils sont 18 magistrats, il y a un certain nombre d'officiers de police judiciaire spécialisés. La marge de progression est considérable. S'ils avaient des moyens en effectif, aussi sans doute en autonomie, pour aller jusqu'au bout d'un grand nombre d'enquêtes, d'un plus grand nombre d'enquêtes, ce ne serait pas 10 milliards d'euros seulement qui seraient récupérés par le parquet financier. Et quels sont les effets de ces abus de pouvoir sur la vie démocratique ? La corruption, comme c'est un abus de pouvoir, c'est aussi une trahison de la démocratie. Si on élit des personnalités sur un programme, sur des promesses, si on leur délègue des pouvoirs, et que ceux-ci font usage de leur pouvoir délégué pour des intérêts propres, des intérêts privés, il n'y a plus de confiance démocratique possible. Et comme il n'y a plus de confiance démocratique possible, eh bien, certains se retirent de la démocratie et cessent de voter, cessent de participer à la vie politique, abandonnent leur rôle de citoyen. Et donc, l'enjeu de notre action, l'enjeu du tract, c'est aussi de dire, oui, vous pouvez agir, certes par le vote, et aussi par beaucoup d'autres moyens. Sur le parquet national financier, vous parlez de sa rentabilité, de son potentiel de rentabilité. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de magistrats, à votre avis? Plus de moyens? Alors, la justice, d'une façon générale, est en souffrance.
Et ça, on le sait depuis plusieurs années, puisqu'il y a notamment un rapport européen qui est celui de la Commission sur l'efficacité de la justice. Et puis, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est paru il y a quelques années sur la justice économique et financière, qui note que la justice économique et financière est sous-dotée. Et puis, en fait, on se pose la question dans cet ouvrage de savoir si, d'une certaine façon, il n'y a pas une volonté politique d'empêcher la justice d'aller jusqu'au terme de ce qu'elle pourrait faire. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on sait que la justice est en souffrance, qu'on sait que la justice économique et financière n'est pas à la hauteur des enjeux, rien ne se passe. Je ne pense pas que c'est simplement par ignorance ou parce que les gens regardent ailleurs ou les politiques regardent ailleurs. Il y a une dimension politique dans cela. On peut difficilement la mesurer parce qu'elle n'est pas proclamée, mais c'est vrai que c'est totalement paradoxal de se dire qu'on a une marge de manœuvre considérable en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, en matière de lutte contre la corruption, en matière de lutte contre la fraude fiscale, et qu'on n'embauche pas les fonctionnaires, les policiers, les magistrats, qui permettraient d'être beaucoup plus efficaces dans cette lutte. Selon vous, quel est le bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron en matière de lutte anticorruption en France ? Le bilan, on peut probablement dire qu'il est neutre. Transparency International a sorti son indice de perception de la corruption comme elle le fait chaque année. Et les conclusions de cette enquête-là, c'est de dire qu'il y a eu des avancées et des reculés qui font que finalement rien n'a avancé. Rien n'a avancé. Je pense même qu'au niveau de la perception de la corruption, les choses ont largement empiré. Parce qu'il y a eu énormément de scandales politico-financiers ces 5 dernières années et que, contrairement au mandat précédent, il s'est passé quelque chose qui interroge énormément en termes de positionnement et de communication du gouvernement, qui est qu'on s'est retrouvé devant des responsables politiques qui, tout d'un coup, ont décidé d'assumer. Et il y a quelque chose de très violent là-dedans. Dire, bon, on a été pris, on a fait une erreur, et comment on réagit, on assume. Je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de communication, si ça diminue d'une certaine manière la faute, mais c'est quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, on avait plutôt la jurisprudence baladure, qui faisait qu'un homme politique mis en cause démissionnait immédiatement. C'est ce qui s'est passé encore pour M. de Rugy. Et puis, dans certains dossiers, on s'est retrouvé face à tout d'un coup des hommes politiques qui assument, un président de la République qui dit « venez me chercher ». Donc, un ministre de la Justice qui lui-même est mis en cause et ne démissionne pas. Aujourd'hui, on a un ministre de la Justice mis en examen pour prise illégale d'intérêt, ce qui symboliquement est extrêmement choquant. Surtout qu'il doit diriger un ministère en relation avec des juges et des procureurs. Donc c'est une position qui est très difficile, je pense, symboliquement pour la justice aussi en France. Et au niveau législatif, il y a eu quelques avancées. Donc il y a eu par exemple la suppression de la réserve parlementaire qui permettait à des députés de donner de l'argent à des associations. Et on sait très bien qu'il y a eu quelques financements manifestement clientélistes et aussi des financements d'associations qui étaient dirigées par tel assistant parlementaire, bref. Donc ça, c'est très bien que cet outil clientéliste ait été supprimé. Il y a eu la suppression de l'IRFM. L'IRFM était l'indemnité représentative de frais de mandat qui a été supprimée, a été décriée non seulement parce qu'elle était utilisée à des fins qui n'étaient pas des finalités d'intérêt général, et aussi parce qu'il y avait une espèce de caisse noire dans cette indemnité dont les députés n'avaient pas à justifier, ce qui est totalement anormal puisque on sait tous, absolument tous dans ce pays, que quand on a des notes de frais, qu'on est salarié, quand on est en libéral et qu'on fait des dépenses, on doit justifier absolument chaque centime dépensé. Donc c'était très choquant et totalement injustifié. Et donc cette IRFM a été remplacée par une autre indemnité qui s'appelle l'avance de frais de mandat
et qui finalement ne veut pas lâcher ça. Il y a toujours une petite caisse noire qui a été diminuée, mais il y a toujours une somme par mois dont les députés n'ont pas à justifier. Donc c'est en ça qu'il y a une bataille culturelle qui est très difficile sur les sujets de corruption. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas réussi à imposer à nos députés l'idée que ce n'est pas leur argent et que c'est l'argent du contribuable et qu'ils doivent justifier de chaque centime. Donc voilà, je vous l'ai dit, il y a eu des avancées, suppression de l'IRFM, et puis finalement on remet une indemnité qui est quasiment équivalente et qui a les mêmes défauts. Il y a eu la loi ASAP qui est intervenue sur le code de la commande publique, sur un point qui a été vraiment très contesté par Anticor, parce que donc, dans le cadre des marchés publics, cette loi a inséré la possibilité pour les collectivités d'avoir recours à un marché public sans toutes les procédures réglementées de mise en concurrence, lorsque l'intérêt général le justifie. Alors que très clairement, on est sur les marchés publics, on n'a pas de chiffres très récents, mais les derniers chiffres qu'on a eus en termes de gabegie, pour les finances publiques, on est à 5 milliards de gaspillage sur les marchés publics lorsqu'il n'y a pas de mise en concurrence, justement. Donc on sait que l'intérêt général, il ne pousse pas à ne pas mettre en concurrence, il pousse à faire exactement l'inverse, qui est de systématiquement et à toutes les étapes mettre en concurrence tous les fournisseurs et prestataires afin d'obtenir la meilleure offre et de ne pas se retrouver dans une situation où on est bloqué avec un prestataire qui fixe lui-même ses prix. D'où des dérapages considérables, parce que dans les dossiers d'Anticor, on est assez rapidement pour un dossier, un marché public, sur des dérapages de 27 millions d'euros, 32 millions d'euros. Donc bien évidemment, quand on fait la somme de tout ça, on arrive à des sommes colossales qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Alors je dirais aussi que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été décevant, d'abord parce qu'il accentue un travers de la Ve République qui n'aime pas les contre-pouvoirs. Et donc ce premier quinquennat a vraiment été celui de la verticale du pouvoir. Et quand il y a une verticale du pouvoir et des pouvoirs de contrôle qui sont subordonnés, qui sont subalternes, effectivement, ça ne peut pas bien fonctionner. Et c'est vrai que dans cette période-là, la justice a été attaquée. Le fait même que Dupond-Moretti ait été nommé et maintenu après sa mise en examen, c'est une attaque en soi. Donc, et les autres contre-pouvoirs, les autorités administratives indépendantes, n'ont pas été favorisés non plus. Et puis il y a un deuxième problème de ce quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la proximité accentuée entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et on voit cette proximité dans les allers-retours de hauts fonctionnaires ou de ministres entre le privé et le public. Et on le voit aussi dans une affaire qui a surgi récemment, qui est celle des cabinets de conseil, l'abus des cabinets de conseil. Je veux dire, on mandate des cabinets de conseil pour demander comment on pourrait mieux faire fonctionner l'État. En réalité, ils disent on peut diminuer le nombre de fonctionnaires, on peut diminuer le nombre de lits d'hôpitaux. Et puis ensuite, le système fonctionne moins bien. Et quand il fonctionne moins bien, on fait encore appel au cabinet de conseil pour qu'il remédie à certaines difficultés de fonctionnement de l'État. Donc je pense que cette porosité entre l'économique et le politique, c'est une caractéristique qui s'est accentuée pendant le dernier quinquennat et sur laquelle il faudra évidemment revenir. Parce que le problème n'est pas que des hauts fonctionnaires aillent dans le privé. Le problème, c'est qu'ils aillent dans le privé dans des secteurs où ils ont exercé un pouvoir. Et je pense aussi que l'idéal des fondateurs de l'ENA, qui était d'avoir des hauts fonctionnaires bien formés, qui suivent et qui défendent l'intérêt public dans l'ensemble de leur carrière, c'est un idéal qu'il faudrait retrouver. Sur ces questions de contrôle, est-ce que vous pouvez nous présenter les propositions d'Anticor, Éric Alt ? Oui, nous pensons que les autorités administratives indépendantes sont segmentées. Il y a l'Agence française anticorruption, il y a la commission des comptes de campagne, la haute autorité de transparence de la vie publique, peut-être même on pourrait y ajouter Tracfin, et ces autorités sont segmentées. Et nous pensons qu'il faudrait une autorité de la probité avec un ancrage constitutionnel, un peu comme le défenseur des droits. Le défenseur des droits a des compétences dans des secteurs qui sont très divers, mais c'est une autorité constitutionnelle
Et puis il y a pour travailler sur ces sujets des collèges. Et je pense que de la même façon, il pourrait y avoir une autorité de la probité avec des compétences en matière de comptes publics, en matière de contrôle du lobbyisme, en matière de contrôle des comptes de campagne. Et je pense qu'en matière de prévention de la corruption, nous serions beaucoup plus efficaces. Reste ensuite l'aspect judiciaire, qui est un autre enjeu. Alors, on parlait de la porosité entre le monde économique et politique. Parmi les affaires emblématiques que vous avez suivies, il y a l'affaire Alstom. Pourriez-vous nous en parler ? Voilà une entreprise qui est le fleuron de l'industrie française, qui produit les turbines Arabelle, qui équipe les centrales nucléaires, qui équipe les sous-marins nucléaires, qui équipe le porte-avions Charles de Gaulle. Et cette entreprise se trouve à un moment vulnérable. Pourquoi est-elle vulnérable ? Elle est vulnérable parce qu'elle a contribué à corrompre en versant des commissions à l'étranger et que les États-Unis ont poursuivi cette entreprise et que cette entreprise a dû consentir à verser au Trésor américain 772 millions de dollars. Donc l'entreprise s'est trouvée affaiblie, la branche énergie a été cédée à General Electric. Conséquence, d'abord nous perdons une partie de notre souveraineté, nous perdons 1500 emplois sur le territoire de Belfort parce que les promesses de General Electric n'ont pas été tenues. Et puis, en réalité, quid des personnes qui sont les auteurs de cette corruption ? Eh bien, aucun, sauf un dans des conditions très particulières, mais aucun des auteurs de cette corruption n'a été inquiété. Et en particulier pas le président directeur général, qui est même parti avec une retraite chapeau de 10 millions d'euros. Et donc là, on se dit, il y a un îlot d'impunité sur lequel nous devons agir, et c'est pourquoi nous nous sommes constitués partie civile dans ce dossier. Et où en est la procédure ? Dans l'affaire Alstom, nous avons déposé plainte en 2019. Le parquet n'a pas fait d'enquête. Il a entendu juste une personne, n'a pas fait d'enquête. Et donc en 2021, on se constitue partie civile. Donc un juge d'instruction a été désigné. Et je pense qu'enfin, l'affaire va débuter, au moins sur ce volet Alstom. Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres volets Alstom. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur le point de savoir si cette entreprise, qui est essentiellement installée en France pour ce qui est de l'outil industriel, si cette entreprise pouvait légalement localiser ses profits à l'étranger. Parce qu'on sait aussi que cette entreprise a versé 160 millions d'euros sur un compte au Delaware, qui est un paradis fiscal aux États-Unis. Et là aussi, il y a sans doute des irrégularités. Et je pense que si on saisissait l'irrégularité la plus flagrante, qui est l'impunité des dirigeants qui ont contribué à faire en sorte que Alstom, qui était au fleuron de l'entreprise française, soit aujourd'hui dans une situation très difficile, je pense que si on réussissait ne serait-ce que cela, eh bien on aurait déjà fait un pas considérable. Elise Van Beneden ? C'est une affaire qui illustre en fait un certain nombre d'affaires qui sont des affaires dans lesquelles de grandes industries ont été cédées à des sociétés étrangères. Et ça pose la question évidemment de la politique industrielle française, qui est menée par le gouvernement depuis des années. Mais on s'est aussi posé une autre question dans le cadre de ce dossier et de beaucoup d'autres, qui est le rôle des intermédiaires financiers dans ces très grosses ventes. Parce que dans l'affaire Alstom, par exemple, il y a eu plusieurs intermédiaires financiers, comme le Boston Consulting Group notamment, qui ont été payés des millions d'euros pour négocier les contrats, etc. Et en fait, il y a toujours ce même schéma. Et on se rend compte finalement que ce sont ces sociétés de conseil, banquiers, intermédiation financière qui vont démarcher les gouvernements pour les pousser à faire des ventes, faire des cessions, des opérations de fusion-acquisition où finalement eux vont toucher des millions d'euros. Et ça interroge vraiment sur la gestion de la politique industrielle de la France et pourquoi est-ce que ces opérations sont faites, est-ce qu'elles ne sont pas faites justement pour renflouer les caisses de très gros groupes de conseil. Et par ailleurs, dans le dossier Alstom,
il y a des journalistes qui ont fait des recoupements en se rendant compte qu'il y avait des recoupements importants entre des personnes qui travaillent pour ces boîtes de conseils d'intermédiation financière et les personnes qui ont financé la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Donc il y a, sous le fond de ce dossier, une autre interrogation qui est de dire est-ce que finalement Macron n'est pas arrivé au ministère de l'économie pour favoriser la vente d'Alstom et est-ce qu'il n'a pas eu un retour d'ascenseur suite à la vente d'Alstom. Cela permet de parler du financement des partis politiques et de la vie politique. Quels sont les constats et les propositions de l'association sur ce sujet ? Alors, le financement des partis politiques, c'est quelque chose qui est structurellement un grand problème. Je pense que la vie politique est structurellement malade de son financement. Pourquoi ? Parce que même si les campagnes électorales étaient financées conformément à la loi, et on a des raisons de penser que ce n'est pas toujours le cas, mais même si elles étaient financées conformément à la loi, qui est-ce qui va donner à un candidat 4 600 € maximum ? Qui est-ce qui va donner à un parti politique 7 500 €, qui est le maximum qui peut être donné chaque année ? En réalité, un très petit nombre, ce qui veut dire que dans certaines campagnes, et notamment dans la campagne de 2017, on a regardé qui étaient les financeurs d'Emmanuel Macron, et la moitié des financeurs, 913 de mémoire. Donc dire qu'on a une campagne qui est financée par l'ensemble des contribuables, c'est totalement faux. C'est en réalité un tout petit nombre. Et ensuite se pose la question de savoir si on n'est pas d'une certaine façon dans un entre-soi. Bien sûr, ce n'est pas de la corruption. Bien sûr, c'est tout à fait légal. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu plus redevable à ceux qui ont financé la campagne qu'aux autres ? Donc ça, c'est déjà le problème sur le financement. Il y a des alternatives possibles. Nous avons notamment travaillé avec Julia Cagé, qui propose de donner à chaque citoyen la possibilité, sur sa feuille d'impôt, de dire qui est-ce qu'il souhaite financer, à hauteur de 7 €. Puisqu'en réalité, l'ensemble des financements politiques, ça concerne c'est 7 €, ça représente 7 € par citoyen. Donc ça, c'est un premier sujet sur le financement. Et le deuxième sujet, c'est le contrôle. On a une commission des comptes de campagne qui n'est pas extraordinairement efficace. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dans les grands scandales passés, la commission des campagnes n'avait pas vu grand-chose. Et c'est finalement par un concours de circonstances que la justice s'est saisie du problème. Mais je veux prendre juste un exemple. Si un président de la République dépasse le plafond de ce qui est autorisé à dépenser et qu'il est élu, eh bien, il ne se passe rien. On ne va certainement pas réorganiser une élection présidentielle au motif qu'il a dépassé le plafond. Et donc, il va jouir du pouvoir pendant 5 ans. Éventuellement, la question se posera à l'issue de son mandat, si celui-ci n'est pas renouvelé, de savoir s'il peut être sanctionné ou pas. Donc, on a un vrai problème. Et c'est d'ailleurs la seule élection. Et c'est d'ailleurs la seule élection, effectivement, quand on est député, qu'on est élu et qu'on a dépassé le seuil de campagne, le plafond de campagne, il peut y avoir une annulation d'élection. Là, c'est la seule campagne où rien ne se passe. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons aussi qu'il y ait un contrôle continu des dépenses de campagne, même si ce n'était pas un très grand enjeu aux dernières élections qui ont été de très basse intensité, mais c'était quand même très particulier. L'élection de 2022 est très particulière et je pense qu'il y a quand même une inflation des dépenses de campagne, parce que même s'il y a des contre-exemples, globalement, le fait d'avoir de l'argent, ça aide. Et ça aide parfois beaucoup à être élu. Et est-ce que c'est vraiment possible de mettre en place un contrôle en temps réel des comptes de campagne ? Elise Van Beneden ? Ce que proposait Anticor, donc, c'est que certains documents soient mis en ligne et que la comptabilité soit mise en ligne au fil de l'eau. Évidemment, on ne peut pas tout publier quand on est en campagne, puisqu'on a des adversaires politiques et qu'il y a peut-être des blocages sur certains points. Mais ce qu'on propose est parfaitement faisable, et d'ailleurs, le parti écolo l'a fait.
pour l'élection présidentielle. En fait, ce sont des réformes qui sont difficiles à obtenir parce que tous les partis politiques jouissent finalement des failles du système de financement. Donc ce sont des questions sur lesquelles il faut vraiment que les citoyens se mobilisent parce que ça va être très très dur d'obtenir une réforme de la part des députés sur le financement de la vie politique. Alors que le système très clairement est défaillant et qu'effectivement quand on regarde l'affaire Big Malion, par exemple, avec un tel dépassement du plafond du financement de la campagne présidentielle, on voit bien qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne en termes de contrôle. Et en fait, c'est le départ de toute la vie démocratique, une campagne électorale. Donc si une campagne électorale est déjà compromise de par son financement, on voit bien que toute la vie politique derrière est elle-même compromise. C'est d'ailleurs peut-être un sujet sur lequel on mériterait d'avoir... je l'ai dit, une mobilisation citoyenne, mais peut-être si on avait un outil comme le RIC, ça permettrait peut-être aux citoyens de pousser les réformes que le monde politique a clairement du mal à adopter. Éric Alt, sur le référendum d'initiative citoyenne ? Effectivement, nous sommes pour le référendum d'initiative citoyenne parce qu'en réalité, nous sommes dans un combat culturel. Donc bien sûr, nous agissons en anticorps sur le plan judiciaire, mais nous agissons aussi en faisant des propositions. Et on se rend bien compte que ces propositions législatives, constitutionnelles parfois, eh bien, le monde politique n'en a pas envie. Et donc comment faire en sorte, comment forcer ce monde politique qui n'a pas envie pour plein de raisons de certaines réformes, eh bien, une façon de répondre, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Et le référendum d'initiative citoyenne, il est dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Chaque citoyen peut concourir à l'élaboration de la loi, soit par ses représentants, soit par lui-même. Et je dirais, même si les Gilets jaunes se sont emparés du sujet, c'est pas du tout un sujet subversif. C'est quelque chose qui existe dans de nombreux États du monde, même aux États-Unis. Tous les 2 ans, un certain nombre de propositions qui ont recueilli des soutiens sur un nombre qui est défini par État. Eh bien, ces propositions sont soumises au référendum, sont soumises au vote, et ça permet de faire vivre la démocratie, qui ne peut pas être simplement une démocratie représentative. Les citoyens doivent pouvoir agir en dehors de l'élection de leurs représentants. Dans votre tract, vous distinguez 2 types de référendums d'initiative citoyenne, le RIC législatif et le RIC abrogatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Il y a effectivement le référendum d'initiative législative pour faire adopter des lois, même des lois constitutionnelles, et puis il y a le référendum abrogatif pour annuler des lois. Et on a un exemple très intéressant de référendum abrogatif en Italie, où Berlusconi avait tenté de faire passer une loi, avait fait passer une loi pour l'immunité des présidents du Conseil et des ministres. Et cette loi a été abrogée à la suite d'un référendum. Il y avait aussi 2 autres sujets intéressants d'ordre environnemental, sur la construction de centrales nucléaires et sur la privatisation des services de l'eau. Et là aussi, les citoyens ont imposé leur volonté. Vous avez choisi le mot « résister » comme intitulé du tract. En quoi ce combat est-il une résistance ? Résister, c'est une idée qui nous est venue en lisant Lucie Aubrac, qui dit « résister » est un verbe qui se conjugue au présent. Et on se dit, d'une certaine façon, elle disait ça dans une période beaucoup plus sombre de notre histoire, pendant la résistance, la Seconde Guerre mondiale. Mais nous sommes héritiers de cela. Nous sommes héritiers et nous devons être aujourd'hui à la hauteur de cet enjeu. Et résister à la corruption, combattre la corruption, c'est quelque chose qui nous appartient à tous, parce qu'en réalité, c'est un enjeu citoyen. Si on veut être citoyen, si on veut que la démocratie survive, eh bien, il n'y a pas, encore une fois, de bon gouvernement avec une corruption importante. Et nous savons, pour avoir vu, moi j'ai été en Roumanie, j'ai été dans d'autres pays, qu'à un certain moment, la corruption annihile la démocratie. Il n'y a plus que des entrepreneurs en politique, il n'y a plus que du clientélisme, il n'y a plus de démocratie. Et donc c'est ça l'idée. Donc nous pouvons tous changer le monde, en tout cas faire en sorte que pour ce qui nous appartient, les choses changent, et il n'y a rien d'inéluctable. L'argent qui est consacré à la corruption, l'argent de la fraude fiscale, c'est pas quelque chose qui est inéluctable.
l'affaissement de la qualité des services publics, le mauvais fonctionnement de la justice, le mauvais fonctionnement des hôpitaux, ce n'est pas quelque chose qui est inéluctable. C'est nous tous, citoyens, qui décidons. Alors c'est parfois pas évident parce que dans la construction de l'opinion commune, il y a des points de vue divergents. Mais nous pouvons effectivement changer les choses. Si on se dit on ne peut rien changer, il n'y a plus qu'à s'allonger à regarder l'herbe pousser. Et je pense qu'un citoyen n'a pas vocation à s'allonger pour regarder l'herbe pousser. Un citoyen doit pouvoir faire vivre la démocratie chaque jour, et en tout cas s'en préoccuper, pas seulement lors des élections, ou pas seulement en se disant finalement je fais quelque chose dans mon coin, et je ne regarde pas la façon dont mon pays progresse ou régresse. Elise Van Beneden ? Ça veut dire être un citoyen vigilant, et on arrive un petit peu aux solutions qu'on peut proposer dans le tract. Je pense qu'il y a peut-être deux volets à cette attitude-là. Il faut absolument, dans un premier temps déjà, se poser la question de l'état de la démocratie et de l'existence ou pas de contre-pouvoirs. Ça veut dire se préoccuper de l'état de la justice, se préoccuper de ce qui se passe au Parlement, qui sont les deux autres pouvoirs censés, pour l'un, juger éventuellement et pour l'autre, contrôler l'exécutif, le gouvernement. Il faut aussi se préoccuper de l'état de la presse en France, qui est dite le quatrième pouvoir et qui est absolument fondamental, puisque c'est par elle que l'on sait, notamment que l'on connaît les affaires politico-financières, les grands scandales. Et on n'est pas dans une démocratie quand on a une presse qui est entre les mains une dizaine de milliardaires, comme c'est majoritairement le cas en France. Donc il faut se poser cette question, surtout dans un contexte où certains de ces milliardaires ont très manifestement cherché à mettre au pouvoir des personnes, où on a une immixtion finalement des propriétaires de médias directs dans la vie politique. Là, il faut quand même s'alarmer quand on en arrive là. Et d'autre part, il y a des outils quand on est citoyen pour déjà apprendre, se former et puis exiger, faire ce que la Constitution nous invite à faire, c'est-à-dire demander des comptes aux agents publics de leur administration. Anticor a notamment édité un guide pour aider les citoyens à faire ça. Donc il est disponible sur notre site, il est librement consultable. On est aussi disponible pour répondre aux citoyens qui auraient des problématiques, par exemple à obtenir des documents administratifs, puisque ça aussi c'est un droit en France. Depuis 1978, tous les citoyens ont le droit d'obtenir tous les documents administratifs qu'ils souhaitent. Mais ça a beau être un droit, c'est souvent aussi un chemin de croix. Donc voilà, on est là pour répondre à ces questions-là. Et puis il faut alerter. Même si l'historique des lanceurs d'alerte en France est difficile et douloureux, on a aujourd'hui tout de même une bien meilleure protection qu'hier pour les lanceurs d'alerte, notamment depuis le début 2022, où une loi de transposition d'une directive européenne est quand même venue conforter le statut des lanceurs d'alerte. Donc il faut lancer l'alerte en toutes circonstances, parce que ce sont des situations qui sont dangereuses pour la démocratie, parfois pour les personnes. Et si on tait les dysfonctionnements, en fait, on va tous être les témoins d'une société qui périclite totalement. Donc il faut résister. Il faut résister, et on résiste en lançant l'alerte. Et des associations comme Anticor peuvent porter des dossiers pour l'égalité devant la loi, pour lutter contre l'impunité. À propos de la transparence dans la vie publique, y a-t-il d'autres propositions que vous souhaitez évoquer ? Oui, j'ajoute parmi les thèmes importants du plaidoyer d'Anticor, la lutte contre le lobbyisme. On n'imagine pas à quel point les lobbies peuvent être nocifs. Par exemple, est-ce qu'on doit accepter que les propositions de la Convention citoyenne sur le climat aient été neutralisées pour une partie très importante par les lobbies? Évidemment pas, et je pense qu'il y a aussi un lobbyisme très important en matière de santé publique. Il faut se rendre compte de cela et ne pas accepter que la décision publique soit captée par des lobbies. Bien sûr, il peut y avoir des points de vue différents,
Bien sûr, il n'est pas illégitime de défendre un intérêt privé par rapport à un intérêt public, et il peut y avoir des divergences sur la notion même d'intérêt général. Mais ceci doit être transparent et certainement pas faire l'objet de pratiques qui sont parfois à la limite du trafic d'influence. Alors, une autre affaire qui illustre votre combat est celle qui implique Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. En quoi cette affaire est-elle emblématique de l'action d'Anticor ? Anticor est une association qui porte plainte, qui est connue pour ça. Ça doit représenter 80% de notre activité. On va dans les petits dossiers, on l'a dit, jusque dans les petits villages, et on va aussi dans les très très gros dossiers, dans les plus hautes sphères de l'État. Et probablement le dossier le plus emblématique que suit Anticor actuellement, c'est celui d'Alexis Kohler, qui est le numéro 2 de l'Élysée. Il est secrétaire général de l'Élysée. Je veux dire que c'était peut-être un homme de l'ombre, il l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est un des hommes les plus puissants de France. Et ce qu'on a reproché à Alexis Kohler, c'est d'avoir fait des allers-retours entre des missions publiques et des missions privées dans une société qui est en partie détenue par des membres de sa famille, qui s'appelle MSC, qui est en fait qui fait du fret et qui est la deuxième plus importante entreprise de fret au monde. Donc une très très grosse entreprise, mais qui est aussi à des interactions avec le secteur public. Et en l'occurrence, il y a eu des interactions où on reproche à Alexis Kohler, finalement, qui a été directeur financier de MSC, d'avoir, avec sa casquette de directeur, demandé des aides à l'État. Et puis finalement, quelques mois plus tard, représenter l'État dans un conseil d'administration qui avait vocation à décider de contrats de rachat qui impactaient l'activité de MSC. Donc finalement, d'avoir détenu un intérêt personnel, alors que ce qu'on lui demandait, c'était de représenter non pas la société de sa famille, mais de représenter les intérêts de l'État dans ce dossier-là. Et c'est une affaire où il y a eu une très grosse résistance, en fait. Elle est partie d'un article de l'Express, puis de plusieurs articles de Mediapart. Et Anticor a porté plainte à 3 reprises, au fur et à mesure des révélations de Mediapart. Il y a eu une enquête qui a duré 1 an, qui avait été confiée à la BRDE, la Brigade de répression de la délinquance économique. Et il y a eu un premier rapport qui a été rendu dans ce dossier, qui était favorable aux poursuites contre Alexis Kohler. Et il y a eu un deuxième rapport, quasiment 1 mois plus tard, tronqué d'une 15aine de pages, celui-ci conseillant au parquet national financier de classer sans suite cette affaire. Et on a découvert, mais beaucoup plus tard, que entre ces 2 rapports, l'un qualifié a posteriori de provisoire et l'autre de définitif, il y avait eu une lettre d'Emmanuel Macron insérée dans ce dossier disant qu'il était au courant des liens familiaux d'Alexis Kohler et que bien sûr tout avait été fait pour qu'il n'intervienne pas dans ces dossiers-là. Affirmation complètement contredite par l'enquête, encore par les derniers éléments qui ont été révélés il y a quelques semaines. Et malgré cela, il y a eu un classement sans suite du parquet national financier, difficile à comprendre. Et c'est là qu'Anticor peut faire quelque chose, parce que finalement, s'il n'y a pas d'association agréée qui prend le dossier pour l'amener à un juge d'instruction, les dossiers s'arrêtent après une décision de classement sans suite du parquet. Et donc on est allé récupérer ce dossier, on a eu du mal à obtenir le dossier d'enquête préliminaire. Et on a finalement décidé de se constituer partie civile. Il y a 2 juges d'instruction qui ont été désignés. Le parquet national financier a continué dans sa lancée en demandant aux juges d'instruction de ne pas instruire le dossier. Donc il a fallu se défendre sur ce point-là. Et finalement, les juges ont décidé qu'ils allaient instruire ce dossier, ce qui est très bien. Et on a quasiment fait notre travail. Finalement, dans ce dossier, on verra quelle sera la décision de la justice, mais on a fait notre travail dans le sens où on s'est assuré que ce dossier politico-financier extrêmement sensible, parce qu'il touche quelqu'un d'extrêmement puissant et de très proche du président de la République, est entre les mains d'un juge indépendant.
Et cela arrive souvent que le parquet national financier demande à un juge d'instruction de ne pas instruire ? C'est très très rare que le parquet demande à un juge d'instruction de ne pas instruire. Et c'est d'autant plus rare et c'est d'autant plus significatif qu'il l'ait fait dans cette affaire-là, qui est quand même une affaire extrêmement sensible. Et peut-être que le parquet financier, malgré son autonomie, malgré son prestige, a considéré que la prudence s'imposait. De toute façon, ces réquisitions ne lient pas le juge d'instruction. Les juges d'instruction ont pris la décision d'y aller, malgré l'avis contraire du parquet. Le combat contre la corruption est judiciaire, mais il est aussi culturel. On observe que nos concitoyens réélisent des personnes condamnées. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ? Oui, c'est très paradoxal. Il y a un mouvement qu'Anticor a toujours combattu, qui est une espèce de discours du tous pourri, de dire que l'ensemble de la classe politique aurait démérité, aurait des casseroles. Et parallèlement, effectivement, beaucoup de citoyens encore votent pour des personnes dont ils savent qu'ils ont des casseroles. Ce qu'on comprend un petit peu, c'est que, étrangement, il y a ce sentiment de tous pourris, mais ça ne concernerait pas mon élu, dans ma ville, dans mon département. Donc un peu cette idée que, oui, tous pourris, sauf le mien. C'est probablement quelque chose qui est favorisé par le clientélisme, en fait, qui brouille complètement les pistes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élus qui organisent beaucoup de choses pour que la fourniture du service public aux citoyens, aux électeurs dont ils ont la charge soit perçue non pas comme un droit mais comme un service. Et finalement ça brouille beaucoup les pistes pour les citoyens qui sont quasiment au syndrome de Stockholm à se dire c'est merveilleux, mon élu m'aide à obtenir une place en crèche, alors que c'est le rôle tout de même de nos élus, de nos responsables politiques, d'organiser les services publics afin que les citoyens puissent en bénéficier. Voilà, je dirais ça. Il faut effectivement changer les mentalités à ce niveau-là. Il faut que les élus, bien sûr, changent de mentalité, mais ça, je crois qu'on a compris qu'il faut que la loi leur impose, parce que vraisemblablement, c'est toujours très compliqué à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les ministères. Mais le rôle du citoyen est pour le coup très important. Parce que si le citoyen change de mentalité, s'il arrête de voter pour des gens qui ont des casseroles, ça veut dire qu'on aura une sanction électorale puissante. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Aujourd'hui, si Anticor utilise l'arme du droit, c'est parce que en l'état de la société française, il n'y a que la justice qui arrête le pouvoir. Donc on utilise le seul outil qui fonctionne imparfaitement, mais qui fonctionne un peu. Mais si les citoyens décident de sanctionner électoralement, ce sera un deuxième outil, et ce sera un outil qui sera très efficace. Éric Alt, sur la bataille culturelle ? Oui, je pense que le paradoxe, c'est un paradoxe de nos concitoyens eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsque Radio France les interroge dans la perspective de la campagne présidentielle de 2022 et leur pose la question « qu'est-ce qui serait très important pour l'avenir ?», ils répondent en premier des élus exemplaires, un président exemplaire, et en second le pouvoir d'achat. Et ensuite, c'est vrai qu'on se rend compte que dans certaines situations, c'est plutôt local, le clientélisme fait qu'ils sont tolérants par rapport à certaines dérives, mais à un certain moment, je me pose la question, est-ce qu'ils n'abdiquent pas leurs conditions de citoyens ? Est-ce que d'une certaine façon, ce n'est pas une servitude volontaire que d'élire des personnes dans de telles conditions ? Et ensuite, je voudrais insister sur l'importance du combat culturel, c'est-à-dire qu'effectivement, nous luttions contre la corruption, pour l'éthique dans la vie publique, contre la fraude fiscale, mais il ne suffit pas de désigner des circonstances ou des situations qui posent problème. Je pense qu'il faut travailler sur ça. Et nous y travaillons, certes, en désignant certaines personnes qui sont poursuivies par la justice, certes, en travaillant, par exemple, sur les cabinets de conseil, en demandant des documents, mais au-delà, il y a un problème de recherche. Je pense qu'on doit avoir en France une vraie communauté de recherche sur les questions de corruption. Lorsque le ministère de la Justice, lorsque le GIP Justice a fait un appel d'offres pour des projets en matière de corruption, il y a eu 0 réponse. Donc ça veut dire qu'on a une communauté de recherche encore très réduite
Et je pense qu'un des enjeux des universités d'anticorps est de faire en sorte que cette communauté de recherche, d'abord ils se connaissent et que cette communauté de recherche augmente. On sait que dans des pays anglo-saxons, il y a des instituts qui sont spécialement dédiés à la recherche sur les questions de probité ou sur les lanceurs d'alerte. Ce n'est pas le cas en France. Ensuite, il faut aussi être positif et festif. Et les prix éthiques anticorps sont aussi une occasion chaque année de dire quels citoyens ont bien mérité de la République. L'année dernière, je pense que c'est tout à fait significatif. On a rendu hommage à une personne, Valérie Murat, qui avait dénoncé la présence de pesticides dans les vins de Bordeaux, et il s'en est suivi pour elle un parcours kafkaïen devant un tribunal de commerce. On a rendu hommage à Amar Ben Mohamed, qui est un policier qui avait dénoncé des violences et des faits de racisme à l'intérieur même du dépôt du tribunal de Paris, et qui a été sanctionné disciplinairement. Et puis, nous avons toujours aujourd'hui cette préoccupation pour Julian Assange, dont on oublie parfois très vite, trop vite, qu'il a dénoncé des faits concernant la France, qu'il a dénoncé l'espionnage d'anciens présidents de la République en France, et qui n'a pas été soutenu par notre pays comme il l'aurait dû. Donc, il y a un travail qui prend différentes orientations, et un travail qui vise à changer, en réalité, à changer le rapport des citoyens au pouvoir. Et d'une certaine façon, ce tract, Résister à la corruption, l'objet de ce tract, c'est de donner aux citoyens les armes du droit et de permettre aux citoyens de retrouver un pouvoir dont ils ont été en partie dépossédés. Et je pense que si nous avons réussi à ça, et si en plus certains députés nouvellement élus lisent le tract et s'en inspirent pour des propositions qui pourraient être consensuelles et qui changeraient la vie démocratique et qui mettraient un peu d'éthique en politique, eh bien là, nous aurions pleinement réussi. Elise Van Beneden, Eric Alt, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous suivre sur anticorps.org et sur les réseaux sociaux où nous tenons une revue de presse sur l'actualité de la corruption. À bientôt.